Marguerite sortait à peine des Beaux-Arts de Marseille. Elle venait d'arriver à Lyon pour suivre son copain. Elle travaillait sur les illustrations d'un livre pour enfants. C'était une histoire de sirène. C'est pour ça qu'elle est venue à la piscine. Tous les jours, à la même heure, Colline venait s'entraîner. Elle voulait devenir nageuse professionnelle, peut-être même faire les Jeux Olympiques. Je n'avais pas vu. Marguerite avait une corde de marin sur le bras parce qu'elle avait grandi à la mer. Pourtant, elle nageait très mal. Colline avait des yeux très sombres. Des yeux qui disent que tout ira bien. Marguerite venait le jeudi. Puis elle a commencé à venir le mardi. Et puis le vendredi. Et puis tous les soirs de la semaine. Tous mes vêtements ont commencé à sentir le chlore. À sentir Colline. J'ai envie de t'embrasser. En quittant son copain, Marguerite avait aussi quitté son appartement. Colline a proposé de s'installer ensemble. J'avais été seule pendant longtemps. Marguerite avait le goût d'un sucre dans un café noir. Marguerite n'avait jamais aimé comme ça. Au début, elle pensait que c'était parce que Colline était une femme. Plus tard, elle a compris que c'était parce que c'était Colline.
sentir son corps contre le mien me donnait envie de faire l'amour très fort. Nos sexes étaient attachés l'un à l'autre. Je suis bien avec toi. J'ai envie d'exploser ta tête contre un mur. Je crois que c'est ce que j'ai dit à Marguerite. Elle riait trop fort au téléphone. J'avais une compétition le lendemain. Mais je l'ai pas fait. Oui. Tu l'as pas fait. L'hiver est arrivé. On était souvent seuls dans l'appartement, l'une sur l'autre. On se disputait souvent et sa tristesse s'est installée. Elle pleurait pendant des jours entiers, des semaines. Une tristesse humide, collante. J'étouffe. Elle me pousse dans l'ascenseur, mais j'ai pas envie. Arrête! Tu arrêtes, Marguerite. Je te tenais par la nuque, non? Hein? Je me souviens pas de tout. J'ai gardé les traces de tes doigts pendant 4 Il jours. fallait juste que tu montes dans ce putain d'ascenseur. Alors on rentre ensemble calmement et on parle là-haut, ok? Je peux pas monter dans l'ascenseur. Je peux pas. Marguerite, bouge. J'entends la porte qui s'ouvre. Il y a quelqu'un dans le hall de l'immeuble. J'entends aussi le mec et Marguerite est au sol et c'est vraiment mais pitoyable. Elle me dit t'es ridicule, putain, relève-toi, on va pas faire un scandale. Je me trouve ridicule. Je me relève. Pardon. Il est avec nous dans l'ascenseur. Vous allez à quel étage? Au 5e. On va au 5e. Ah, moi aussi. Et on est là tous les trois comme des cons dans cet ascenseur de merde. Ce soir-là encore, elle s'était disputée très fort. Marguerite regardait la route et se disait que, peut-être, si elle sautait de la voiture pendant qu'elle roulait très vite, tout s'arrêterait. Son bras se casserait. Elle irait à l'hôpital. Loin. Et moi je conduis et j'en peux plus. J'en peux plus de ce silence et j'en peux plus de cette douleur qui prend toute la place. Et maintenant, pour Daniel qui habite Nice, de la part de Tania qui habite Paris,
coup de soleil de Richard Cocciante. J'ai attrapé un coup de soleil, un coup d'amour et coup je t'aime. Je sais pas comment, je me rappelle. Si c'est un rêve, t'es super belle. Je dors plus la nuit, je fais des voyages sur des bateaux qui font naufrage. Une fois toute nue sur des sauteurs, j'en dors plus, viens me voir demain. Mais tu n'es pas là. Si je rêve, tant pis. Quand tu t'en vas, je dors plus la nuit. Mais tu es pas là. Et tu sais, j'ai envie. Sors de là, on parle. Allez, viens. Bon, tu te dis ce qui va pas? Je suis triste, c'est pas grave. Mais Marguerite, mais t'es plus une gamine. C'est quoi le vrai problème? Dis-moi les choses. Dis-moi ce que je peux faire. Je t'aime, mais là, je te jure, vraiment, je suis fatiguée. Colline a dit je t'aime. Marguerite a pas répondu. Putain, je t'en supplie, mais dis un truc. C'est trop facile, là, de rien dire, de pas se mouiller. De pleurer à longueur de journée. Tu crois que j'ai pas envie de pleurer, moi aussi, quand je vois à quoi on ressemble? J'aurais aimé dire... Je pleure pour toi, Colline. Je pleure pour tout ce que tu pleures pas. Mais t'aurais pas compris. Peut-être même que tu m'aurais fait mal. Alors je l'ai laissé remonter dans la voiture. J'y pense encore. Pardon, Colline. On dit que l'amour, ça suffit. Mais ça suffit pas. C'est pas vrai. Je suis revenue une fois à la piscine. T'étais là en train de nager. Mais tu m'as pas vue. Ça y est, j'ai terminé mon livre sur les sirènes. Alors, je prends souvent le train pour le présenter. Pourquoi on peut pas ouvrir les fenêtres dans les trains?
ça je sais pas. Il y a des jours où oui et des fois non. Et des fois je pense que elle s'est menti. Je me suis dit, ouais, elle est trop belle, mais c'est pas parce que j'adore ses fringues ou j'adore ses cheveux, c'est. J'adore beaucoup trop de trucs. Et genre, mon cœur il bat un peu trop vite, tu vois, donc. Et j'allais sur Paris la voir et on pouvait pas s'embrasser dans la rue, on pouvait pas s'embrasser chez moi, on pouvait vite fait s'embrasser chez elle. Et moi j'en ai eu marre, du coup, j'ai arrêté, mais non, moi j'ai pas trop vécu ça. Déjà, moi j'ai pas vécu tout le questionnement. Et en fait, pour moi, c'est vrai que quand j'ai eu le coup de foudre, je me suis pas dit c'est une fille, c'est un mec, je me suis pas posé ces questions, j'avais juste eu un énorme coup de foudre. Et quand le premier mois on était ensemble, j'étais vraiment dans une autre sphère, j'étais dans du coton. Et j'avais même pas pensé à faire un coming out. Enfin, pour moi, c'était tellement naturel. En fait, je me souviens pas exactement quand est-ce que je l'ai rencontré. Parce que je pense que ça m'a pas vraiment marqué. Je pense même pas que je l'appréciais particulièrement. Si je l'avais vu qu'une fois, peut-être que je me serais pas attardée là-dessus. J'ai mis du temps à la remarquer, mais par contre, quand je l'ai remarqué, ça a été fort. Et d'un coup, c'était quelqu'un que je remarquais en premier. Maintenant, elle est tellement importante et je vois tellement qu'elle, et j'attends qu'elle. En fait, c'est sûrement pour ça que je la vois beaucoup. Je la remarque dans la foule parce que je l'attends. J'attends nos rencontres et elles sont suffisamment rares en plus pour que ça me fasse quelque chose. Elle a un sourire super doux. Elle a des expressions que j'adore et je suis déjà sûre que je suis en train d'imiter plein de choses qu'elle fait parce que c'est des choses qui me paraissent douces. Et j'ai eu vraiment mon premier vrai baiser, au-delà du juste les petits smacks entre copines au lycée, mon collège. Et là, enfin, vraiment le baiser avec cette fille, c'était incroyable. C'est ce genre de personnes qui ont beaucoup de tendresse et qui font des câlins facilement. Enfin, moi j'ai eu l'impression qu'elle faisait des câlins facilement, mais je crois que c'est juste qu'elle m'a facilement fait des câlins. C'est bizarre maintenant que j'y pense. Quand j'étais en seconde, c'était un peu un effet de mode de faire des smacks à ses copines. On s'appelait ma femme et mon amour et mon âme sœur et d'un autre côté, c'était une manière super naturelle d'éprouver de l'amitié entre femmes. Ces premières fois de rencontre avec elle, il y avait vraiment ce genre de très vite de jeu. Et c'est juste qu'au bout d'un moment, très subtilement, ces marques d'affection, elles se transforment en quelque chose de plus sérieux. Et globalement, c'est ça en fait. C'est juste que notre relation était justement très basée sur des choses douces et tendres et un peu marrantes. Et c'était de l'amitié entre femmes. La conséquence de ça, c'est qu'on met très longtemps à se rendre compte qu'en fait, il y a vraiment des sentiments. Mes meilleurs potes, quand on était en seconde, première, je sais plus. On a fait une grosse soirée, une grosse soirée. Et tout le monde était déchiré, c'était les premières grosses soirées qu'on faisait. Et elle avait embrassé une fille longtemps. Elle s'était cachée pour le faire. Et moi j'avais vu ça de loin. Et je savais que comme tu dis, c'est un peu la mode où t'embrasses tes potes et tout ça en soirée, tout le monde se galoche. Bon voilà. Et je sais pas, j'ai vu ça autrement là. Je me suis dit, il y a un truc, tu vois. Mais jamais dans ma tête, il y a l'aspect pas normal qui est passé. Ça n'a jamais interféré. Et pour autant, on m'en a jamais parlé non plus. Tu vois, mais on m'en a jamais parlé en mal, du coup. Donc, quand après, elle est venue me voir, elle m'a dit « Nina, je crois que j'ai un problème. » Elle m'a dit... là, elle se souvient plus de ça aujourd'hui, mais... Elle m'a dit « Nina, je crois qu'il y a un problème. Cette fille-là, je crois que je l'aime vraiment beaucoup. » Et moi, je pensais qu'elle était déchirée. Je disais « Mais t'en fais pas, demain ça ira mieux. » Elle m'a dit « Si, non, là, ça fait un bout de temps quand même. Là, c'est
là j'ai un problème quoi. Et j'ai vraiment cette envie qu'on soit dans le monde l'une de l'autre et que cette entente fusionne vraiment. Enfin, c'est vraiment ça. C'était personne vraiment. Et maintenant, c'est devenu quelqu'un de très important. Et voilà. Enfin, c'est trop chouette. Enfin, c'était trop chouette du coup. Parce qu'elle ne voulait pas que ses parents sachent et elle disait que si je le disais à ma mère allait le dire à ses parents. C'est chaud. Ouais, on est restés 3 ans en tant que meilleures amies ensemble. Elle s'arrête d'écouter vraiment les lesbiennes. Et parce qu'elle se projette alors que faut pas se projeter, enfin c'est pas... Je te demande pas de te mettre à ma place. Voilà. Et j'allais sur Paris la voir et on pouvait pas s'embrasser dans la rue, on pouvait pas s'embrasser chez moi, on pouvait vite fait s'embrasser chez elle. Et moi j'en ai eu marre, du coup. Elle a fait un dîner avec des couples et on lui a appris la notion de couverture, de mecs qui sont avec une fille juste pour que les autres le voient avec quelqu'un et qui en fait ont une couverture parce qu'ils sont gays. T'imagines où on arrive? Des fois on se voit et on est toutes les deux et tout va bien. J'ai l'impression qu'il n'y a aucun moment où il y a du doute dans ce qu'on est en train de faire. Et clairement, j'ai l'impression qu'elle met au moins 1 mètre d'écart avec moi et c'est vraiment genre... Il n'y a plus de proximité physique, mais au point que c'est de l'anti-proximité physique, c'est que elle m'évite, elle me fuit, elle s'assure qu'il y a une espèce de truc artificiel qui nous maintient séparés l'une de l'autre. Et je sais qu'elle me regarde et je sais qu'elle est consciente de ma présence. Je sens que consciemment, elle m'évite. Et c'est juste quand tout le monde s'en va, il y a un petit gène qui plane. Et puis elle arrive à le faire disparaître et j'oublie qu'elle m'a évité et que ça m'a blessée. Parce que je suis contente de la retrouver. Et d'un coup, elle est proche et tout revient comme avant. Et voilà, en fait, il n'y a rien d'autre. Il y avait cette limite entre c'est beau et on en profite et je veux jamais que ça s'arrête et je veux pas que ça aille trop loin, je veux pas que ça aille plus loin. Devant nous, il y avait des moments qui allaient être compliqués et on peut pas faire semblant que c'est simple. Ça me semble pas insurmontable en fait, ce genre de choses. Il y a pas vraiment un mur. Il y a pas vraiment un stop net. Mais je sentais que j'arrivais plus à avancer. Comme quand on rentre dans de l'eau. On était censé être en phase et en fait on l'était pas. Parce qu'il y avait des choses plus compliquées que moi j'ai pas compris, je pense. C'était comme si de rien n'était en fait. Tout allait bien. Et le pire dans tout ça, c'est que moi je suis trop contente en fait. Mais la vérité, c'est que j'avais toujours pas de réponse. Comment est-ce que tu veux arranger une situation si t'en parles pas? C'est devenu un tabou tellement grand que moi la question elle me reste en fait. Maintenant ça affecte ma manière d'être avec elle. C'est plus fluide et c'est plus naturel parce que j'ai peur de dépasser des limites qu'elle ne m'a pas transmises. Elle m'a pas dit ce qui était la limite pour elle, mais est-ce que c'est peut-être juste moi qui suis bête et qui comprends pas en fait? Peut-être qu'elle veut rien de particulier et que c'est juste cool et donc voilà, mais bah du coup est-ce que c'est important ce que je veux? Je sais pas. T'as eu l'impression de comprendre exactement ce qu'elle ressentait et en fait non. C'est se rendre compte qu'on était tout seul en train de vivre une chose très jolie mais du coup très fausse. On donne
beaucoup d'espoir à des personnes. On ne verbalise pas ces espoirs parce que les choses se passent très chimiquement et très fluidement. Et le jour où on veut mettre des mots dessus parce qu'on aimerait que ça aille plus loin et que ça se concrétise et que ça ferait du bien de se dire les choses et de plus douter, et ben si la personne prend peur et s'en va, elle se rend pas compte que elle fait douter de tout ce qui s'est passé. J'ai aucun mot qu'elle m'aurait laissé. C'est de la poussière et on peut rien faire. Il y a forcément des choses qui sont plus compliquées que ça et voilà, mais il s'est rien passé, mais c'est quand même déjà se faire abandonner que quelqu'un jette l'éponge sur « je prendrai pas soin de toi ». Et c'est pas à moi de lui demander de faire le pas en fait. Je sais pas exactement ce que ça me fait ressentir, mais je suppose que ça me fait me sentir moins qu'insignifiante. Bah... Je suis pas une expérience en fait. Je suis pas une expérience sociale qu'elle est en train de réaliser. Et peut-être que je suis une première expérience et que ça compte, mais du coup, elle en a peut-être tellement peur qu'elle fait en sorte que ça compte pas du tout. Et du coup, forcément, moi je suis en train d'essayer d'imaginer, de construire une vraie relation. Et j'ai l'impression que, ouais, c'est déséquilibré parce que elle essaye de voir. C'est pas, en fait, il y a vraiment tellement un bordel dans ma tête entre je suis triste et je suis extrêmement en colère et je suis extrêmement frustrée et je suis déçue et je sais pas comment les gens peuvent te faire ressentir ça alors que ça pourrait être très bien et ça pourrait être très joli. C'est compliqué en fait, le faux espoir, à chaque instant elle fuit et elle disparaît et qu'il n'y aura plus aucune trace de tout ça. Elle esquisse des petites fuites et elle fait ça en permanence parce qu'elle a peur en permanence et c'est fatigant, c'est comme se faire larguer par quelqu'un avec qui on n'est pas en permanence. Et du coup je sais pas pourquoi elle a tenu à faire exister un truc qu'elle veut pas participer à faire vivre en fait. C'était un truc qui pouvait exister que toutes les deux quand il y avait personne qui regardait et c'est triste parce qu'on n'y peut rien. Aujourd'hui, à 17h58. So is this Lorna Breedlove and fucking Deborah DeGue, goddamn Frenchie? This is NRA, that's right, National Rifle Association. I just want to let you know we're going to burn a cross on your fucking front lawn. How you like that, you goddamn queers?
Definite protection. And if you want to feel the warm breath of freedom on your neck, if you want to touch the pulse of liberty that beat in our founding fathers, you can do so through the majesty of the Second Amendment of the Bill of Rights. Doesn't matter whether the purpose is to defend our shores or your front door. Whether it's a rite of passage for a young man or a tool of survival for a young woman. Without respect to age or gender, race or class, it is your duty to take back this country, repossess this government. You are the sons and daughters of those Boston tea spillers. Coucou les zouzous. Ça, c'est un nouveau projet ça. Ça s'appelle Vidaloc parce que j'ai la chance de... Voilà. C'est des petites vidéos que je vais faire en fonction des périples que je vais vivre, comme remplir les dossiers de la CAF, mettre à jour ma carte vitale. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de prendre la banalité de la vie, ce qui paraît normal, acquis, sans intérêt, et d'en faire quelque chose d'intéressant. L'art du nul, quoi, finalement. L'art de la médiocrité. C'est ça que j'essaie de montrer dans cette vidéo, qui est un de plus intéressant que ce qui ne l'est pas. Le premier épisode, c'est un voyage à 3 heures de Paris, à la campagne, à Montaut. Figurez-vous que j'ai une peur, une phobie, c'est eh bien les voyages. Depuis toujours, j'aime pas ça, parce que moi je suis territoriale, je suis comme un chat, ça c'est mon territoire. J'ai pissé derrière ce fauteuil. Et les voyages, souvent, c'est des sources d'angoisse, vraiment d'anxiété forte. Pas savoir où je vais, avec qui je vais rencontrer, qu'est-ce qu'on va faire, je vais pas me sentir bien, je vais être angoissée, je vais faire des crises d'anxiété. Et puis je me suis dit, de toute façon, tu les fais déjà ici. Hein, pourquoi pas les exporter. Grâce à ma thérapeute, je me sens mieux et je me suis dit, vas-y, c'est bon. 2 jours à la campagne, avec ma meuf. Waouh. Il y avait aussi mon amie, Marie Boutel, que j'adore, et son gars, Nico. Je me suis dit parfait parce que c'est des gens calmes. Et figurez-vous que ça fait 4 jours que j'essaie de me remettre. Vous allez voir, on n'a pas foutu grand chose. Hein. Mais quand on est introverti, et qu'en plus il y a une pandémie mondiale, bon moi je vais vous dire un truc, j'ai pas attendu la pandémie pour avoir une phobie sociale. Je suis peut-être avant-gardiste, chef de file. Chef de meute, femelle alpha. Donc là, je vais vous montrer une petite tartoche de vie. Ok, là, on était dans la bagnole. J'ai envie de dire, c'est parti dans la maison de camp. On est vraiment des darons. Je peux pas en même temps faire le GPS et être DJ. Oh là là, bien arrivé à Dubaï. Il est où le corneau là? Ah oui. Oh oui, oui. Oh là, il court comme un lapin. Oh, la nouvelle vie de Marie Boutel, la maison de campagne, le chien, la feu de cheminée. Et on n'en demande pas plus. Ça va, Pascal Obispo et Isabelle Boulet? Sur la plage. Je m'allage au mélo. Je drague les nuages. Tu sais que pendant qu'on fait la tambouille, il joue du piano, je te dis, on se fait arnaquer. Un petit thermomètre, la fièvre du Scrabble. Et on n'oublie pas de s'amuser. Hein. La règle numéro 1, c'est la déconne. Le jeu est intense, beaucoup trop intense. Ah, le service nettoyage en action. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh putain! Ouais, ouais. Regardez pas là. Non, mais on l'a vu,
C'est un monstre. Ah tu me fais peur. Non mais c'est terrible. On est en Bretagne, c'est un crabe. Elle est énorme. Ah moi d'avoir sorti. Comment je vais faire? Ah, je sais pas, tu te débrouilles. Hein. Faut que j'évacue. Comment je vais faire? T'es prête? C'est l'aube là. 11h30. Oh, t'as un touche. Moi, je suis trop belle. La petite soupelle. La trentaine. Ah, c'est pour faire des frottis entre potes. Soirée frottis ce soir. Et ben voilà, moi j'ai trouvé ma tenue. Je me sens vraiment moi. Mais tu sais qu'en vrai, le chapeau, ça va vraiment bien. Hein. De toute façon, j'ai une tête à chapeau. Genre, tu vois, t'imagines en 20-30 ans, dans le sud, Sur mon petit padel. avec ton petit potager. Le problème, c'est que c'est tellement grand ici. Je sais plus me rendre avec les autres. Bon. Un petit salon. Un autre salon. Ah. Oh là là, ils sont magnifiques. Ah, le rocker de diamant. Il est joyeux, quel gueuleron. Bali, viens, on fait la course. Bali, on part du même endroit. Bali, assis, Assis. assis. Prendre l'avance. Ah putain. Je te laisse gagner, frérot. C'est bizarre. Non, c'est du cac, ça. Ah, mais c'est le sien d'ailleurs. Oh, tu te roules dans ton cac. Oh bah non, merci. Moi, je suis pas venue pour voir la mimole d'un arbre. À la cabinette? C'est quoi la cabinette déjà? Ah oui! Ah oui! Oh oui! Oh non! Faut quand même que je filme les cups. Les cups lampes. Et les assiettes de la guillotine. La mort de Louis XVI. Ça c'est sympa, c'est convivial. Il y a un film porno. La laitière. Non, nickel. Participe à la croissance et au progrès mesuré à l'aune de la santé, de la sécurité. Dire qu'avant on écoutait de la techno, de la bonne dance, de la tectonique, on allait en teuf. Ah dans Tekken là, on s'est battu contre l'ange démoniaque. On dirait trop lui. Oh, oh là là. Destination unknown, non, 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 non. Trop lui. Dans Rayman, je crois qu'il y a un niveau où il y a des trompettes qui éternuent et qui font le même bruit. Je dirais trop un banquier de Monaco. Ça, c'est la vraie vie, ça. Dixit, l'ancienne végétarienne. Ouais, mais ça va. Faut bien se faire des surprises dans la vie. Militer, manifester. C'est fini. C'était faire la grève. Oh, c'est hyper dur. Chaud. Jupiter, la Terre, Pluton, Saturne. Yes! Oh vas-y, je quitte l'établissement. Les images sont trompeuses. On a gagné au Pictionary. C'est la fin de ce road trip. Moi, ce que j'ai apprécié, c'est la sérénité, c'est la nature, c'est la communion avec les éléments. Non, mais je suis vraiment contente d'avoir réussi à faire ce séjour à la campagne. J'ai surmonté une de mes phobies, la phobie du voyage. Enfin, c'est comme si je disais, moi j'ai la phobie des villas, oh, j'ai une phobie des piscines, j'ai une phobie du bonheur. Moi j'aime pas, je suis pas habituée, j'ai pas mes marques. Alors le prochain épisode, on sait pas. Qu'est-ce que ça va être? Sûrement un truc de fou. Non mais il y a un truc qui va pas là. Un truc qui va pas, c'est ce que c'est? J'ai beaucoup trop d'énergie. Non mais c'est pour vous que je fais ça, mais vous voyez que ça sonne un peu faux. Voilà, là je commence à être moi. Ah, ça y est, je suis alignée. Je vous fais des gros bisous et à bientôt pour la prochaine aventure. Je suis un type chelou, je suis un type chelou, je suis un type chelou. Louche, ton regard me dévie, je crois que tu me trouves louche. Comment tu me décris quand les mots sortent de ta bouche?
des dessins sur les bras, des cheveux bien trop courts. Les femmes ça doit parler tout bas, les femmes ça doit bien faire l'amour. Aïe aïe aïe, je crois qu'on est parti en vrille. Depuis quand les hommes sont des femmes, depuis quand les hommes se maquillent. Je me sens un peu beaucoup surtout décalé, laisse-moi rigoler. Est-ce qu'en 2050 ils seront tous pédés? Moi je vais plaider coupable, ce monde est malade, faut soigner, il est devenu tout pâle. Avec qui parles-tu? Mon âme, mon sexe, qui est mieux? Un homme, une femme ou les deux? Mesdames, messieurs, je refuse, laissez-moi être ce que je veux. Porter des fringues de garçon, faire des sports de garçon, m'asseoir comme un garçon, mais ça ne change rien. Ma spontanéité, ma sensibilité profonde, mon regard sur les choses, ma dérision, mon amour pour le monde. Je prends ma vengeance, aujourd'hui je prends mon envol. Mes mots sont des coups de poing, mes émotions sur des banderoles. Je suis du genre à déroger la règle parce que mon identité n'est pas la même que mon orientation sexuelle. Je suis du genre à créer de l'ambiguïté pour que les gens comprennent que l'on est ce que l'on veut être. À sortir de ses carences intellectuelles. Pourquoi la France ne montre pas ce qu'elle a de plus belle? Sa diversité, pourquoi devons-nous nous cacher sur les réseaux sociaux? La normalité me fait chier, les gens ne jurent que par le beau. Je crois que tu parles trop, t'es tellement centré sur toi que l'horizon te paraît faux. Ton regard te fait des fous. Je suis un type chelou, 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 je suis un type chelou. Mais qu'est-ce que t'as dans la tête, hein? Qu'est-ce que tu vas faire? Rien, seul dans ta connerie, tu passes pour un petit comédien. Envie de dénoncer ce que certains voudraient taire. Loin est l'idée de renoncer à mes valeurs juste pour plaire. Je vois les étoiles s'aligner, dites-leur que j'arrive fort. Ils n'étaient pas sûrs de m'aimer, ne savent pas encore qu'ils m'adorent, m'adorent, m'adorent. Hey, on n'est que de passage, pas le temps de juger dans les parages. Défie-toi de l'image de la cage dans laquelle la société voudrait t'enfermer. Fais ce qu'on dit, allez fais ce qu'on dit. La vie est un récit que tu n'as pas compris, je crois que tu piges pas mon petit chat. Est-ce qu'on t'a dit que ceux qui battent étaient plus grands que leur blabla? Il faut qu'on fasse comprendre aux jeunes qu'il est important de faire ses choix. Face cachée de la lune, ils ne voyaient pas ma lumière. J'étais comme un grain sur la dune, laissé sans qu'on me considère. Mes mots sont devenus des mots, mes faiblesses une force. Je me suis défait du fardeau. Voici le cadeau que je m'offre à tous ces passionnés qui vivent des émotions extrêmes, qui se sentent vides, hyperactifs, qui ne savent pas tenir les rênes. Quand la pluie est un orage et que l'on devient impuissant, la solitude devient la cage de celui qui ressent. Je suis un type chelou, 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 juste un type chelou. J'accepte de te raconter. Mais tu dois me promettre, tu dois me jurer que quoi qu'il t'en coûte, tu me croiras. Imagine la blessure, ardente sur mon poignet. Aussi près que tu puisses t'approcher, tu ne verras aucun témoignage de cette douleur. Alors tu dois me promettre que tu me croiras.
abandonné à la fureur de ses idées. Engorgé de siècles de solitude, je sens chaque contraction qui écartèle sa peau. Se relever à chaque coup de poing, faire des efforts sans cesse, y croire, avoir de l'espoir, surfer sur notre force intérieure. Au cœur du vide, danser, crier, même si c'est dur parfois. Ne jamais se laisser abattre, car tout est toujours en mouvement. Comprendre que rien n'est facile, que rien n'est à portée de main, et qu'il va falloir se battre pour vivre comme on le souhaite. Est-ce que c'est ça devenir adulte ? Comment le mot framboise faisait plaisir à l'enfant qui le lisait, comme un concentré succulent du fruit exceptionnel. Je m'appelle Ellie, j'ai 18 ans, je fais des études en Hippocagne. Donc c'est une citation de Hervé Guibert dans Le Mausolée des Amants, et où il écrit à son amour « Tu es mon seul correspondant. Je cherche à savoir tout ce qu'il peut y avoir derrière ce mot « correspondant ». Tu es mon seul correspondant, c'est-à-dire tu me corresponds. » Parce que c'est très simple, et en même temps, pour moi, ça résume en fait vraiment le rapport que je peux avoir aux autres dans mes amitiés ou dans des relations autres. C'est vrai que j'ai tendance à avoir une sorte de complicité très rapide avec les gens et à m'attacher très vite aux personnes. Parce que, en fait, il y a quelque chose chez la personne et chez moi qui correspond à l'autre. C'est pour ça que j'ai tendance à avoir des amitiés vraiment très fusionnelles. J'étais dans la maison de campagne d'une de mes amies
On avait tendance le soir à pas mal boire, fumer. Moi j'étais allongée dehors, dans le jardin, complètement nue sur la pelouse. J'ai pensé à ma mère qui aime bien tous les trucs un peu mystiques sur les étoiles et des trucs comme ça. Et je me suis figuré que ce soir-là, c'était une deuxième naissance, que je naissais sous le ciel étoilé, complètement nue comme le jour de ma naissance. J'ai crié je suis un homme !» Quand j'étais plus jeune, c'était compliqué parce que il y avait les attentes familiales, même si mes parents ont toujours été assez cool par rapport à moi et ma sœur. Mais il y a toujours des attentes. Enfin, ne serait-ce que avant ma naissance, il y avait eu une séance photo de ma mère enceinte et ils avaient écrit le nom qu'ils voulaient me donner sur le ventre. Donc rien que ça, c'est déjà ils avaient déjà une image de moi. Et en fait, toute la difficulté a été d'y correspondre. Il y avait ce que les autres pensaient réellement que j'étais. Il y avait ce que j'étais, mais moi que j'en avais aucune idée. Et moi je me disais, mais si tout le monde pense que je suis comme ça, alors c'est que je dois être comme ça. Ça peut pas être autre chose. J'avais vraiment l'impression de jouer un rôle. C'est très bateau comme idée, mais vraiment. Ce qui fait que j'étais très douée pour mentir. Ouais. Donc du coup, ça c'est ma bibliothèque, dans ma chambre. Et c'est quelque chose de très important pour moi. Enfin, souvent, j'enlève tous les bouquins qui sont sur les étagères et je vais les réorganiser complètement différemment. C'est un peu une extension de moi. Enfin, ça fait partie de mon environnement tout le temps. Ça me touche encore plus quand c'est des choses que j'aurais pu écrire et où il y a à un moment, genre dans une phrase ou dans un passage, une sorte de dissonance. Quelque chose où, en fait, là, tu te dis, il y a une petite faiblesse d'écriture, comme une faille. Je sais pas si d'autres personnes, en lisant les mêmes textes que moi, pourraient ressentir la même chose à ce moment-là, et je pense pas, parce que c'est vraiment quelque chose de personnel. Je m'engouffre dans cette faille, et j'arrive à avoir un rapport, en fait, beaucoup plus sensible à l'œuvre. C'est quelque chose que je retrouve, en fait, dans les relations que je peux avoir avec les autres. C'est-à-dire que je peux m'attacher très vite à une personne à partir du moment où on a pu échanger. Donc généralement, c'est quand on discute et que on s'est dit en fait nos failles mutuelles. Et à partir de ce moment-là, il y a une sorte de complicité qui se crée. Trouver cette faille-là. Mais pas pour en faire quelque chose de mal ou pour blesser la personne, mais pour avoir un vrai lien. Moi, j'étais un enfant, mais pendant la guerre, il y avait les autres, il n'y a pas de miracle. Je l'ai vu grande maison à deux corps, qui ne connaît elle que la période inconnue et familière. J'aime beaucoup dans les romans, avec 3 étages dans un bâtiment qu'un vieux personnage doit remettre les 2 ou 3 costumes qui ont survécu à sa jeunesse, perpendiculaires. Les ongles sont longs et plus bas, leur vernis presque noir, les doigts blancs. Au début du moins, car le froid commence à les violacer. Hier et aujourd'hui, elle s'interrompt alors un moment, glisse sa main sous son manteau pour la réchauffer. La domestique tremble de froid. Les braises meurent dans la cheminée. Elle ne va pas jeter du bois dans le feu pour elle seule, abandonnée du monde là, dans ce salon. Avec une pelle, elle ramasse soigneusement les cendres du dernier feu. Il y a des moments où, en fait, c'est comme si tout me grattait. Enfin, comme si j'avais envie de m'arracher presque la peau. C'est très violent dit comme ça, et ça l'est encore plus sur le moment. Mais en fait, j'ai peu de moments où ça me fait vraiment mal. Parce que j'arrive à percevoir quand ça va commencer et donc à le réguler à temps pour pas que ça prenne trop d'emprise sur moi. Et ça, en fait, je le fais notamment grâce au fait que j'arrive à essayer de me figurer à quoi pourrait ressembler mon corps, mais vraiment dans des choses réalisables. Donc j'arrive à voir quelle partie de mon corps je suis en train de muscler avec de la musculation, et donc comment ça peut évoluer, et en fait je projette toujours une image de mon corps à l'avenir, ce qui fait que
celui que j'ai actuellement est le mien, mais dans un état temporaire. Et ça, je pense que ça m'aide vraiment beaucoup. Et puis en plus, il y a le fait que il y a certaines parties de mon corps que j'ai l'impression que ça me paraît tellement grotesque de voir ces formes-là sur un corps à moi que du coup elles me paraissent complètement irréelles et ne m'affectent pas. L'exemple de la poitrine, j'ai l'impression que c'est une mauvaise blague. Je ne comprends pas ce que ça fait là. Et du coup, en fait, j'arrive à prendre de la distance par rapport à ça. Et ça, la plupart du temps, ça m'affecte pas. Donc ça, c'est... c'est des petites astuces que j'ai trouvées, en fait. À partir du moment où j'ai trouvé d'où venait mon mal-être, j'ai réussi à le traiter. Attends, je vais juste... Peut-être m'appuyer un peu. Comme ça ? Ouais. Ça filme ? Ouais. Ok. Ouais, enfin, on vit toujours de toute façon notre identité par rapport aux autres, enfin par rapport à soi-même, mais aussi par rapport aux autres. Enfin, c'est quelque chose qui est en permanence en lien avec l'extérieur, et donc du coup on peut pas se couper de ça. Et c'est vrai que il y a 1 ou 2 ans, le fait de me faire appeler mademoiselle dans la rue, ou même chez la boulangerie, ça m'affectait vraiment beaucoup, et en fait ça m'énervait profondément, et ça me faisait du mal. C'était vraiment comme une griffure très soudaine et très vive, et c'était sur le moment quasiment insoutenable, et du coup il y avait souvent des moments où j'avais vraiment du mal à m'empêcher de pleurer. Et aujourd'hui, ça continue, parce que ça continue. Et déjà, j'en ai parlé autour de moi, donc à ma famille, à mes amis, et puis même à l'administration de mon établissement. Ce qui fait que mes profs m'appellent Ellie, et je suis tout le monde sait que je suis un garçon. Donc ça, c'est... Ça a été vraiment libérateur pour moi, mais il y a forcément toujours des moments où les langues fourchent, où des inconnus commencent à me parler. Et ça me blesse toujours autant. La douleur est toujours là et toujours aussi vive, mais elle se diffuse différemment. C'est plus comme en fait un bleu qu'on continuerait à taper sur le corps. C'est cette sensation-là, plus qu'une griffure ou qu'une plaie. C'est quelque chose auquel je suis habituée, quelque chose qui est là, et quelque chose qui est sans cesse renouvelé. Et du coup, en fait, c'est quelque chose qui me fatigue beaucoup. Enfin, je pense que toutes les personnes qui peuvent connaître ce genre de situation, c'est l'usure, en fait, qui est le pire. Et j'essaie de faire en sorte que ça m'affecte moins, mais ça m'affecte toujours, parce que ça me ramène toujours au fait que pour certaines personnes, ils me voient complètement différemment de ce que je suis. Et même si c'est des inconnus, cette idée-là, ça me fait du mal, mine de rien. Donc voilà. La ténacité, moi je l'entends dans le sens où c'est quelqu'un qui arrive à s'accrocher aux choses et à s'y tenir. Et ça, c'est une qualité que je suis pas sûre d'avoir, honnêtement. Ne serait-ce que pour le travail, pour faire les devoirs ou remplir des documents administratifs ou les choses comme ça. En fait, d'essayer d'être le plus fidèle et le plus honnête envers soi-même, je pense que ça peut être considéré comme de la ténacité. Donc ouais, on peut dire que je suis tenace avec modération.